500 millions de francs, c'est le prix de ce que vous venez de voir exploser. C'était censé être le Disney français. C'est devenu l'un des plus grands fiascos industriels de notre histoire. Sabotage, corruption, émeutes. Voici l'histoire du parc qui a été assassiné avant même d'ouvrir. Aujourd'hui ici, c'est une forêt. Des ronces, des chênes, le silence. Mais ne vous fiez pas au calme apparent. Sous cet humus, il y a des hectares de béton armé. C'est une scène de crime géante recouverte par la végétation. Il y a 35 ans, ici même, se trouvait une statue géante de 35 mètres. La deuxième plus grande du monde après la statue de la Liberté. À l'intérieur, on y servait des repas. Dans sa tête, on y faisait jouer les enfants. Il s'appelait Gargantua et il était le roi de Mirapolis. Mirapolis, la ville miroir, le projet fou qui devait humilier Mickey. Soutenu par le Premier ministre et financé par des milliardaires saoudiens. Construit par les meilleurs architectes. Sur le papier, c'était insubmersible, mais dans la réalité, ça a tenu 5 ans. Pourquoi ? Parce que ce parc n'est pas mort de sa belle mort. Il a été saboté, vandalisé par des commandos la veille de son ouverture. Puis, il a été dynamité par l'État pour effacer sa honte. Oubliez les contes de fées. Ce qu'on va déterrer aujourd'hui, c'est l'autopsie d'un désastre qu'on a voulu effacer de la carte. Et pour comprendre ce désastre, il faut remonter en 1985. La France n'est pas celle qu'elle est aujourd'hui. C'est une France qui a froid. L'hiver 1987 est terrible. Le canal du Nord est gelé. Il y a 11 cm de neige à Paris. Et socialement, c'est encore plus glacial. La SNCF est en grève. Le pays est bloqué. Et c'est dans ce climat de tension et de grisaille que l'État cherche un échappatoire. On sait une chose. Disney cherche à s'implanter en Europe. La rumeur court. L'Espagne et la France se battent pour avoir Mickey. Mais à Cergy-Pontoise, une ville nouvelle qui pousse au milieu des champs de betteraves, on a une autre idée. Une idée d'orgueil. On se dit, pourquoi attendre les Américains ? Faisons notre parc, notre champion national. Le cerveau du projet, c'est l'architecte Anne Fourcade. C'est un peu un aboutissement d'un rêve d'enfant, c'est de faire un parc d'attractions et de loisirs. Son concept est séduisant. Pas de souris, pas de plastique américain. Ici, on va célébrer les légendes de France. Le roi Arthur, la ville 10 et surtout les romans de Rabelais. Et pour payer ça, on ne fait pas les choses à moitié. On va chercher Gates Pharaon. Retenez bien ce nom. C'est un milliardaire saoudien. Un homme d'affaires sulfureux qui injecte des capitaux massifs. Le montage financier est complexe. Le crédit national suit. Le budget, 500 millions de francs. C'est colossal. C'est le prix d'un petit aéroport. Bon, là, il faut s'arrêter une minute pour comprendre ce que ça implique. L'investisseur principal est au cœur d'un scandale de la BCCI, la Bank of Credit and Commerce International. À l'époque, la CIA la surnomme la banque des escrocs et des criminels. Elle gère les comptes du cartel de Medellín. Elle aide le dictateur Noriega à cacher sa fortune et elle finance le terrorisme. Alors, quand l'argent arrive à Cergy, il n'arrive pas avec une vision artistique. Il arrive avec des valises pleines de billets qu'il faut investir rapidement pour les rendre propres. Mirapolis est en fait une gigantesque machine à laver. Et c'est pour ça que tout va trop vite. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas d'études de sol sérieuses. L'objectif n'est pas la rentabilité à long terme. L'objectif est de faire sortir de terre un actif physique massif pour justifier des mouvements de fonds. On construit donc un parc d'attraction sur les sables mouvants de la finance internationale. Dès le premier jour, le démarrage est mauvais. Les ingénieurs commettent une erreur fondamentale. Ils ne construisent pas un parc paysager, ils coulent une dalle. Pour faire tenir les décors géants, ils coulent 3000 m3 de béton dans les sols du Val d'Oise. Ils rasent tout. Ils plantent des arbres, certes, mais c'est des brindilles. Imaginez le chantier en 1986. Une plaine immense, battue par les vents, sans un seul coin d'ombre, où l'on commence à ériger un monstre. Gargantua, c'est pas juste une statue, c'est un immeuble de 1000 tonnes. Il y a un restaurant de 450 couverts dans son ventre, une attraction suspendue dans sa tête. Pour le construire, on utilise un mélange de résine et de polyester, et c'est une prouesse technique. La presse titre aussi grand que Beaubourg. Mais les promoteurs oublient un détail. Un parc d'attractions, ce n'est pas de l'architecture, c'est de l'ingénierie sociale. Et ils ont oublié de sécuriser leur environnement. Ils ont oublié leurs voisins les plus dangereux, les forains. Le 20 mai 1987, c'est le jour J, l'inauguration. Tout le gratin politique est là. Le Premier ministre Jacques Chirac est venu en personne. Il sourit, il boit une bière Corona devant les caméras, il tape sur l'épaule de Carlos, le chanteur qui deviendra le parrain. À l'intérieur, c'est champagne et petits fours, alors qu'à l'extérieur des grilles, c'est la guerre civile. Pas content, pas content. Une armée est en marche vers Cergy, et ce n'est pas des soldats. Ce sont des forains. Des centaines. Et pourquoi sont-ils furieux ? Parce que l'État a fait un cadeau fiscal énorme à Mirapolis. Une TVA réduite à 7%, alors que les manèges forains ont une TVA à 18,6%. Ils hurlent
à la concurrence déloyale. Ils voient en ce parc en dur un monstre qui va tuer leur fête nomade. Donc ils viennent pas pour discuter. Ils viennent avec une barre de fer, des boulons et une rage froide. C'est une scène de siège médiéval. 200 forains forcent les barrages de police. Des véhicules de force de l'ordre sont retournés. Mais le pire se passe dans l'ombre. Des commandos s'infiltrent dans les zones techniques du parc. Ils connaissent la mécanique. Ils savent où frapper. Ils ouvrent donc les réservoirs des groupes électrogènes. Ils ne les cassent pas. C'est plus vicieux que ça. Ils versent du sable, de la lessive et du sucre. Vous imaginez le résultat ? Le moteur tourne, entre dans les pistons et crac, serrage moteur, plus d'électricité. Ils arrachent complètement les banquettes des attractions. Ils sectionnent les câbles hydrauliques. Gargantua est fermé au public 2 jours après son inauguration par Jacques Chirac. Le parc d'attractions de Mirapolis, en région parisienne, a été le théâtre d'affrontements entre policiers et forains. Ceux-ci protestaient contre la TVA de 17,6% qu'ils ont à payer sur leurs activités, alors que les attractions de Mirapolis ne sont imposées qu'à 7%. Alors pendant que Chirac fait son discours sur la grandeur culturelle de la France, le parc est littéralement en train de mourir de l'intérieur. Le lendemain, le parc ouvre au grand public. Les promoteurs attendaient environ 15 000 personnes. Les premiers visiteurs découvrent un champ de bataille, des manèges en panne, une ambiance de fin du monde. Et n'oublions pas l'intendance, c'est le détail qui tue. Le jour de l'ouverture, c'est l'anarchie totale sur les routes. L'autoroute A15 est saturée. Pourquoi ? Parce que les parkings ont été mal dessinés. Les voitures s'entassent. Les familles passent 2 heures dans les bouchons avant même d'avoir pu voir l'entrée du parc. Et une fois à l'intérieur, c'est la famine, littéralement. Les restaurants n'ont pas été approvisionnés correctement. À 13h, il n'y a plus de pain, plus de frites. Et on voit des scènes surréalistes où certains pères de famille se battent pour avoir le dernier sandwich triangle. L'eau potable manque dans certaines zones. Le bouche à oreille est immédiat et mortel. N'y allez pas, c'est nul, c'est cassé. On a voulu faire Versailles et on se retrouve avec l'organisation d'un festival amateur qui a mal tourné. Mais le sabotage n'était que le coup de grâce. La maladie de Mirapolis était génétique. L'été 1987 arrive et il fait chaud, très chaud. Et souvenez-vous, le parc est une immense dalle de béton blanche. Et il n'y a toujours pas d'arbres matures pour s'abriter. La réverbération est donc insupportable. Les familles marchent sur des kilomètres de bitume brûlant pour aller d'une attraction à l'autre. Et il y a même des zones mortes de 500 mètres où il ne se passe absolument rien. Et les gens le surnomment très vite Mirabéton. Ici, pendant l'été 1987, on ne vient pas pour s'amuser, mais pour survivre à l'insolation. Et n'oublions pas le prix dans tout ça. 100 francs par personne. Pour l'époque, c'est une somme colossale, surtout pour les familles populaires de la région. À ce prix-là, on s'attend à du luxe. Et qu'est-ce qu'on a ? En plus du béton, des attractions mal conçues. Prenez par exemple le Mira Looping. C'était le plus grand Grand 8 d'Europe. Un argument marketing en or. Sauf qu'il a été mal calculé, mal conçu, mal construit. Les vibrations sont telles que des passagers en ressortent avec des migraines, des nausées, voire des mini-traumatismes. C'est une machine à torture. Au lieu de crier de joie, les gens crient de douleur. Très vite, l'attraction gagne la réputation de tueur de dos. Et comme si ça suffisait pas, il faut que je vous parle de l'attraction phare. Le voyage dans le corps de Gargantua. C'est assez conceptuel. On monte dans des nacelles suspendues et on visite l'intestin du géant. On voit des glow-balls qui chantent. C'était censé être éducatif et drôle. Dans les faits, c'est lent, c'est bizarre et c'est malaisant. Et les enfants ne comprennent pas. Ils veulent du Mickey et ils voient des globules qui dansent à samba. Et le restaurant dans le ventre, une cantine qui sert des steaks frites tièdes. Alors, dès 1988, c'est la panique bancaire. Le parc perd de l'argent à une vitesse folle. Et dans un geste désespéré, les banques appellent à l'aide le Club Med. Oui, après tout, pourquoi pas ? Ils savent gérer des vacances, donc ils vont bien réussir à gérer un parc d'attractions. Donc le Club Med envoie des gentils organisateurs et ils font venir le chanteur Carlos. Big Bisou résonne dans les allées de Mirapolis. C'est triste à en pleurer. Carlos, sur une licorne en plastique, au milieu d'un désert de béton, c'est l'image de la défaite. En 1989, c'est le coup de grâce. Le Club Med jette l'éponge. Et à ce moment-là, qui rachète le parc ? C'est là que l'histoire devient d'un cynisme absolu. Les forains. Ceux-là même qui avaient saboté l'ouverture. Ceux qui avaient juré la perte du parc rachètent la carcasse pour une bouchée de pain. La famille Campion prend donc les commandes et transforme Mirapolis en une fête foraine géante. Ils installent des manèges démontables sur les parkings. Alors la thématique des légendes françaises ? À la poubelle. Mais c'est trop tard. La réputation est morte. Le 20 octobre 1991, les grilles se ferment pour la dernière fois. Après ça, le parc reste à l'abandon pendant 4 ans. Une friche protégée par des chiens, visitée par des curieux et complètement squattée. Et puis en 1995, la décision tombe. Il faut effacer la honte, le terrain doit être libéré. Mais Gargantua est trop gros pour être démonté. Il faut le tuer.
Donc en septembre 1995, on place des charges explosives aux chevilles du géant. Quand cette tête touche le sol, c'est la fin de l'innocence. Mirapolis a prouvé qu'on ne pouvait pas décréter l'amusement par arrêté ministériel, qu'on ne pouvait pas construire une âme avec du béton armé et des chèques en blanc. En 1991, quand Mirapolis ferme, le traumatisme est total. Et les banquiers parisiens se disent « Les parcs d'attraction en France, c'est fini. Culturellement, ça ne fonctionnera jamais. Plus personne ne veut investir un seul centime. » Tout le monde pense que la guerre est finie, que les Américains qui vont arriver l'année suivante avec Euro Disney vont ramasser les miettes sans combattre. Mais tout le monde se trompe. Parce qu'au même moment, à quelques kilomètres de là, dans une petite forêt, un petit groupe d'irréductibles gaulois est en train de visser des boulons. Ils ont moins d'argent, ils ont des attractions qui prennent feu, mais ils ont quelque chose que Mirapolis n'a jamais eu. Et ils s'apprêtent à livrer la plus grande bataille culturelle de l'histoire de France.